On est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité et la jeunesse. Je me présente Tristan Delorme, je suis le directeur de l'organisme En Marge et j'essaie de ne pas regarder trop en haut parce que je me fais dire que je regarde toujours en haut. Fait que je vais essayer de regarder en bas ou en tout cas devant moi, dans les yeux de mes interviewés, invités. Donc, bienvenue à ce 4e épisode de la saison 2. Bien content d'avoir les invités que j'ai aujourd'hui. Ça va être vraiment le fun parce qu'on parle d'art, on parle d'approches différentes. Toujours un peu plus le fun, puis c'est du monde que je connais bien aussi. Donc, bien content de les avoir avec nous. On va parler donc de ces approches-là. On va parler de cirque aussi, s'il y a des personnes que ça intéresse. Enfin, nous avons un organisme de cirque social avec nous. Et puis, on va parler de pré-employabilité également, donc avec des jeunes, des manières alternatives qui sont même alternatives de d'autres manières alternatives, tellement qu'on a des jeunes qui sont très vulnérabilisés, puis des personnes pour qui même la pré-employabilité, c'est un peu difficile des fois sur le marché actuel. Donc, qu'est-ce qu'En Marge et d'autres organisations offrent à cet effet? Mais donc, avant de débuter, de parler de tout ça, j'aimerais laisser la chance à mes invités de se présenter. Donc, on va aller de l'autre côté. Allez-y dans l'ordre que vous voulez. Je peux commencer. Donc, moi, c'est Ophélie. Je suis intervenante à En Marge 12-17 depuis 2 ans. Et je travaille au projet Transition, qui est un projet de pré-employabilité. Puis, comme Tristan disait, de pré-employabilité souvent avec les jeunes qui arrivent, qui ont des grandes idées de projets. Et on essaie de travailler ensemble pour faire justement les mener vers le marché du travail qui les intéresse. Bienvenue sur ce podcast. Merci. Et à ta droite, nous avons... Moi, c'est Marie-Lou Vinet. Je suis coordonnatrice de l'intervention à Cirque Hors Piste. Fait que j'ai eu la chance d'être intervenante quelques années puis d'être coordonnatrice depuis quelques années aussi. Cirque Hors Piste, c'est quoi? Ben, c'est beaucoup de choses, mais en gros, c'est un organisme communautaire qui utilise le cirque comme outil d'intervention puis comme outil de transformation. Fait qu'on travaille avec les 15-30 ans qui ont un parcours de vie marginalisé. Donc, c'est assez large. Puis, on vient offrir un espace qui est créatif, un espace qui est alternatif, puis un espace qu'on essaie de faire le plus inclusif possible là, pour rejoindre les jeunes de plein de façons différentes à travers les arts du cirque. Bon, maintenant que vous êtes teasés, vous avez envie d'en savoir plus. Mais attends, mais comment est-ce qu'ils font ça dans la réalité, dans le day-to-day? Mais non, vous ne l'aurez pas tout de suite. Avant, ça va être ma partie préférée du podcast parce que je me fais surprendre et je parle pas. Fait que c'est vraiment le fun. On a une tradition qu'on pourrait voir derrière les invités, d'avoir une toile de la marginalité. Donc, les personnes amènent un objet qui représente pour eux la marginalité et la jeunesse et en tout cas leur perception, tout ça. Ça commence à être une grande toile et on va continuer la belle tradition aujourd'hui. Donc, vous pouvez y aller. Tiens, on va commencer par Marie-Lou cette fois. Qu'est-ce que tu nous as amené? On peut dévoiler en même temps? Ensemble? Ça serait le fun. Oh my God! Tu vois, je me fais vraiment surprendre. Est-ce que tu es prête? Allez-y. 1, 2, 3. Wow! Ouais, c'est ça. On a le même objet. On a réalisé que les deux, on avait le même objet. Est-ce que c'était voulu? Non. C'est une surprise. Wow! Ça montre notre cohérence. Oui, mais c'est pas beau. Mais nos explications sont pas tout à fait pareilles que je peux commencer. Mais le nez de clown... c'est ça, c'est sûr que c'est très lié au cirque, là, mais à Cirque Hors Piste, on perçoit vraiment la marginalité comme une force, là, comme une contribution à notre société, plutôt que quelque chose qu'on devrait cacher, mettre de côté, stigmatiser. Mm-hmm. Puis, ben, c'est un peu
ces valeurs-là, cette intention-là, à travers toutes nos activités qu'on offre, de valoriser cette marginalité. Fait que pour moi, quand le mot marginalité est directement lié aussi à ce qu'on fait à Circorpiste puis à notre approche. Fait que j'ai pris un nid de clown parce que c'est assez typique cirque, mais j'aurais pu prendre un autre accessoire de cirque quand même. Mais à travers tout ça, il y a aussi toute la question de l'identité puis de l'expression de soi puis de la créativité. Puis pour moi, à travers la marginalité, ben il y a tout ça aussi que si on l'aperçoit puis on l'accueille positivement, ben il y a vraiment des belles choses qui émergent. Puis le cirque potentialise ça aussi, mais pour moi, le nid de clown, c'est les belles identités puis la créativité là, qui peut se trouver derrière la marginalité. En fait, qui se trouve, je pense, systématiquement derrière la marginalité. En effet, puis on parle beaucoup de marginalité sur ce podcast, puis on parle beaucoup d'itinérance, d'enjeux de santé mentale, de transition vie adulte, parce que c'est un peu ce qu'on connaît aussi, mais je suis content d'aller aujourd'hui dans un pan un peu différent. Tu sais, la marginalité en soi, c'est pas juste quelque chose qu'on pourrait associer peut-être plus à la misère, mais c'est aussi quelque chose qui peut être très artistique aussi. Fait que, on invitera des petits théâtres indépendants pour le prochain. Puis, Ophélie, pourquoi le tien, il n'y a pas de petite ficelle? Y a-t-il une raison? Pourquoi? Non. En fait, c'était juste, on a 2 différents formes de nez que, justement, j'ai reçu dans un événement de Circorpiste et c'est encore plus, je trouve, de lien avec aujourd'hui. Symbolique. Mais oui, exact, merci. Moi, en fait, le nez, il y a comme plusieurs à faire. Premièrement, je pense que dans l'approche aussi, quand on côtoie la marginalité, il y a une approche très comme solennelle, très officielle de comme on veut. C'est comme très sérieux les sujets, les démarches qu'on peut entreprendre avec des personnes qui vivent dans la marginalité. Alors que ce que je remarque dans mon quotidien depuis que je travaille auprès de ces personnes-là, ben, c'est qu'on peut vraiment arriver avec une touche d'humour puis de vraiment dédramatiser certaines situations. Là. Je veux pas dire qu'il y a des situations qui sont pas dramatiques, mais on peut avoir une approche quand même assez ludique sur le jeu, dans l'humour. Puis aussi, le clown, pour moi, ça a toujours représenté quelque chose de très étranger à moi, de comme c'est quand même s'humilier publiquement pour attirer le rire. Et on dirait qu'avec justement mes collaborations avec Circorpiste, ça a vraiment déconstruit ça, puis ça me fait vraiment penser à justement la marginalité qui peut justement être déconstruite à force d'être en contact avec des personnes qui vivent dans la marginalité. Fait que voilà. Pas pire explication. Franchement. Fait que je vais vous demander de porter le nez pendant tout le long de l'entrevue maintenant. Oh boy. Ça ne sera pas possible. Non. Il y a une règle, en fait, aussi qui dit qu'on peut pas mettre un nez... Ben, une règle, ça dépend toujours des gens, mais tu peux pas mettre ton nez devant public. Tu sais, tu te retournes, tu mets ton nez et tu arrives. Pas cacher la magie. Exactement. Je pense que tu allais dire que c'est l'autre personne qui doit le mettre pour toi. Non, mais on peut explorer des alternatives avec le nez. Je pense qu'il va rester sur la table. Ouais, moi, il va rester sur la table. Ben merci, c'est un don que vous faites donc à notre toile de marginalité. On va en prendre bien soin. Si jamais vous avez besoin de faire quelqu'un, viendrez nous voir, puis on vous leur passera. Parfait. Avec des intérêts, bien sûr. D'abord, tu sais, Circorpiste, ça fait quelques temps qu'on en parle même sur le podcast aussi. Il y avait Jacinthe Rivard qui était venue parler sur ce podcast. Elle avait fait mention un peu de Circorpiste, les gens qui s'en souviennent un peu, du côté de la recherche qu'elle avait fait justement avec vous, où elle s'était un peu humiliée publiquement, comme tu dirais, Ophélie, mais... Es-tu d'accord avec ça, Marie? Moi, j'étais là dans cette recherche-là. Ouais. Non, je dirais se mettre vulnérable, prendre des risques, mais rentrer dans des zones d'inconfort, changer le rapport à l'autre, mais pas humilier. Non, humilier, c'est péjoratif, humilier. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais... Ben, je pense beaucoup, c'est drôle, mais je pense beaucoup au film Dumbo, où il y a une scène justement avec des clowns, puis ils sont vraiment présentés de façon très péjorative, ils sont incapables de faire quoi que ce soit, puis on dirait que c'est l'image qui me reste souvent avec les clowns, mais justement, avec mes contacts avec Circorpiste, je vois à quel point il y a vraiment des approches différentes. Il y a le clown thérapeutique aussi qu'on voit beaucoup dans les hôpitaux, donc c'est vraiment pas dans les contextes d'humiliation, en effet, c'est plus vulnérable, puis c'est sûr que ça... Ce que tu disais un peu au début, c'était sans être vraiment dedans, de l'extérieur, regarder ça, c'est ce qui devenait oui, ben c'est quelqu'un qui fait des erreurs à répétition.
Ouais. C'est drôle quand même, tu sais, ça défait vraiment ça transgresse vraiment les normes sociales. Puis je pense que la marginalité, c'est ça aussi, c'est que ça transgresse les normes qu'on se donne comme société. Ouais. Puis, comme c'est ça, tu parlais un peu du clown thérapeutique, là, à la Patch Adams, un peu. C'est plus utile. Tantôt, tu parlais aussi que tu peux pas utiliser, mettons, le nez de clown ou dans n'importe quelle situation. C'est une situation d'urgence qui se passe devant toi, quelqu'un qui fait une crise suicidaire, tu sortiras peut-être pas ton nez de clown. Non, en effet. Mais quand c'est quelque chose qui est plus profond, à long terme, peut-être un peu dans ce type de choses-là, pour tranquillement te sortir un peu de ton cocon. Je sais pas trop. Mais ça crée du lien différemment. C'est que ça rend ça moins formel, l'approche que tu as avec les personnes. Je pense que on a des jeunes qui vivent beaucoup d'interventions au fil de leur vie. Puis d'arriver avec une posture vraiment de jeu, de rire, ça fait que j'ai l'impression que ça sort du cadre d'intervention qui fait que souvent ça va fermer la discussion parce que c'est comme si on essaie d'aller gruger un peu les informations du jeune, alors que quand on est dans le jeu, le ludique, ben ça défait pas mal ça parce que on est juste ensemble puis on vit ensemble ce moment-là. Puis s'il y a des informations qui ressortent, ben il y a des informations qui ressortent puis on travaillera ce qu'il y a à travailler. Mais dans le jeu, dans le rire, c'est vraiment comme une connexion. C'est juste trop pur pour être forcé. Tu peux pas rire, je sais pas. Moi, je trouve que dans l'intervention, tu peux pas rire de façon forcée. C'est drôle ou c'est pas drôle. Ça finit. On le sent de toute façon. Ouais. Je pense que ça vient comme accélérer la création de liens aussi. Puis ça vient justement changer ce rapport-là qu'on a à son intervenante ou aux jeunes qu'on suit. Tu sais, c'est un... Puis, tu sais, le cirque, mais le jeu en général, ou, tu sais, juste être de façon informelle avec les personnes, ça change les rapports auxquels les gens sont habitués. Puis après ça, il y a quelque chose de... Il y a une relation de confiance, puis juste une relation à l'autre qui est vraiment une relation humaine à la base aussi, qui vient faciliter après ça le cadre d'intervention. Puis on apprend à se faire confiance comme humain. Puis après ça, ben, on apprend à se faire confiance dans un contexte où, tu sais, de relation d'aide, que ça peut... Oui, on peut avoir à intervenir dans un contexte de crise suicidaire, par exemple, puis assurément, on ne mettra pas notre nez de clown, mais on va avoir une espèce de confiance qui peut nous aider aussi dans notre création de liens, parce que la semaine passée, on se suspendait par les bras, puis on se soutenait mutuellement, tu sais, fait que il y a comme une proximité. Une proximité, une intimité qui reste très professionnelle, mais qui se crée. C'est ça, une confiance. Tu sais, les gens nous parlent de leurs problèmes, de leurs traumatismes, de leur histoire. Puis, ben, il me semble que c'est logique aussi qu'il y ait une confiance qui s'installe. Puis, je pense que l'intervention formelle peut, avec le temps, développer cette confiance-là, mais des approches comme celle du cirque social vient assurément accélérer la création de liens. Là. Puis on le voit comme souvent on propose, entre autres parfois à des intervenantes de d'autres sources de venir puis d'accompagner leurs jeunes ou de venir puis à chaque fois à la fin de l'atelier le retour qu'on a c'est « Oh mon Dieu, c'était tellement fun. Wow, j'ai vu ça chez mon jeune que j'avais jamais vu avant. C'est des choses que j'essaie de travailler depuis 1 an. Ça s'est fait comme ça. Puis moi, ben je sens qu'il y a quelque chose de pas pareil avec ma gang. Là, tu sais, comme la magie du cirque social. La magie du cirque-hors-piste. Cirque-hors-piste, comment on arrive là? Comment une personne arrive là sans nécessairement faire l'historique de tout l'organisme qui existe depuis très longtemps? Ouais. Comment un jeune arrive, tu te nommer une manière, dans le fond, référence d'autres organisations, mais tu arrives, tu commences directement dans le jeu, puis ensuite tu s'immisces l'intervention, ou comment est-ce que tu décris ça? Il y a différentes portes d'entrée, là. En gros, on essaie quand même d'assurer une bonne présence dans les organismes communautaires partenaires, dans les espaces publics, dans la rue, pour aller rejoindre un premier bassin de jeunes, là où elles sont. Puis sinon, ben, on a aussi nos ateliers qui sont en continu là, à l'année, 2 fois par semaine. C'est gratuit, sans inscription, drop-in. Les personnes viennent, on les accueille, puis on leur explique où est-ce qu'on en est rendu dans l'atelier, puis les personnes sont bienvenues. Là. Fait que c'est comme 2 portes d'entrée principales, mais on a aussi d'autres projets, là, on pourra peut-être en parler plus tard. Puis le bouche à oreille fait un travail extraordinaire, puis les références des partenaires aussi. Puis une fois que les gens
arrive dans notre espace, ben ça dépend à quelle heure il arrive, fait que où est-ce qu'on est rendu, mais en général, on essaie toujours d'avoir un accueil personnalisé. Dans notre approche, c'est important pour nous de faire un cercle d'ouverture, fait que prendre le temps de se présenter, de nommer son nom, son pronom. On a une question du jour qu'on essaie qu'elle soit ludique, souvent, mais des fois plus profonde aussi. Des fois, c'est on vient mettre le social un peu plus de l'avant, de partager une fierté de la journée, par exemple, ou des questions comme ça. Puis après ça, on joue, on s'échauffe, on apprend du cirque, puis on laisse un espace informel aussi pour échanger, pour explorer, pour expérimenter. Puis on essaie toujours de conclure ça puis de fermer ça ensemble aussi. De qu'est-ce qu'on retient de l'atelier aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous a permis de vivre sans s'éterniser. Là, c'est pas des cercles de 40 minutes, là, mais de se donner un petit feedback collectif aussi. Ophélie, t'es déjà allée? Ben justement, je suis allée hier. Et j'étais allée il y a quelques mois, mais là, j'y allais tout seul pour la première fois. Puis, je veux dire, j'avais pas réalisé à quel point ma dextérité n'est pas au summum de son potentiel. Mais c'était le fun parce que justement, c'est les jeunes qui montrent comment faire les ateliers et tout. Donc, je veux dire, tenir une assiette sur un bout de bois, ça a l'air très facile. La réponse est non. Non. C'est vraiment difficile. Puis, c'est ça, c'est une jeune qui réussissait vraiment bien à faire cet exercice-là, qui, au final, me montrait comment le faire avec énormément de patience, beaucoup d'empathie. Et, je veux dire, c'est là où je trouve que c'est des activités où on se met au même niveau que le jeune, ou des personnes avec qui on intervient, c'est là où ça défait un peu cette hiérarchie-là entre l'intervenant, la personne qui se fait intervenir avec dessus. Puis je trouve ça le fun. Puis plus tôt, tu mentionnais... je ne sais plus exactement, mais tu mentionnais quelque chose par rapport à l'approche et tout de Cirque Hors Piste, à quel point, justement, ça va comme démocratiser en quelque sorte, puis que ça peut débloquer des nœuds d'intervention qu'on peut avoir avec des jeunes. Puis je le vois aussi, moi, dans mes activités. Quand je fais des activités de cuisine avec les jeunes, moi, tous les jeunes, ils le savent, je suis pas bonne en cuisine. C'est pas du tout ma force, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire, mais c'est quelque chose de nécessaire. Donc, on se met ensemble au même niveau, puis c'est arrivé tellement de fois que des jeunes avaient appris une recette de leur tante ou de tel intervenant en centre jeunesse, puis qui me le montrait, puis qu'après, on l'appliquait, puis c'était vraiment le fun. Et ça mettait que tout le monde se sentait à l'aise de participer, tout le monde se sentait à l'aise d'emmener leur point de vue, d'emmener leurs petits éléments qu'eux, ils connaissent, puis ça faisait que comme ça déconstruisait vraiment à quel point c'était difficile cuisiner, même pour moi. Ben justement, on pourrait dire que tu t'humiliais publiquement en faisant de la cuisine, ou te mettre vulnérable. Là, oui, ben c'est sûr que ça me rendait vulnérable. C'est pas du tout un élément dans lequel je me sens en contrôle ou que je me sens à l'aise. Donc, c'était vraiment amusant d'être avec les jeunes, puis d'apprendre ensemble vraiment, puis d'être comme ben on vient de foirer la béchamel, puis de recommencer parce que c'est ça qui arrive. Ouais. Et de faire des nœuds d'intervention, de comme tout d'un coup le jeune te parle de ses démarches d'aide sociale qu'il veut pas faire depuis des mois, puis là tout d'un coup on voit comme une plus-value de comme ben quand j'aurai mon appartement, je vais pouvoir cuisiner ce repas-là, mais là pour avoir cet appartement-là, j'ai besoin d'aide sociale. Et là, d'arriver à cette réalisation-là en cuisinant, c'est vraiment amusant. C'est ça qui est comme le fun en intervention, je trouve, de comme justement pas aller chercher à accomplir quelque chose, de vraiment suivre le rythme du jeune. Et le jeu, l'activité, d'être dans son corps, je trouve que ça débloque. C'est magique, là, comme tu disais avec l'intervention du cirque. Oui, que ce soit pour tenir l'assiette avec un bâton ou essayer de la remplir de sauce béchamel. Exact. Les deux, t'es pas bon. Non, c'est ça, je suis vraiment pas bonne avec les assiettes au final. Mais donc, je recule un petit peu. Transition, qu'est-ce que tu fais, toi? Intervenant de projet de transition, tu fais des activités de cuisine. Ouais. À part faire des choses dans lesquelles tu manques de talent. Mais au début, quand je suis rentrée au poste de transition, l'objectif était vraiment clair de emmener les jeunes vers la préemployabilité. Là, moi, ce mot-là, c'était très imposant. Puis je réalisais que aussi pour les jeunes, c'était très imposant. Puis il existe beaucoup de programmes au Québec de préemployabilité, des programmes de 3 à 6 mois environ. Tapage. Oui, exactement. Des programmes de formation qui permettent aux jeunes d'être rémunérés durant cette formation-là. Ouais. Mais ce que je réalisais, c'est que
oui, OK, je peux référer des jeunes à ces organismes-là, à ces entreprises-là, mais si tu sais pas comment être ponctuel, que t'as pas appris à organiser ton horaire, à suivre un agenda, de faire d'être dans un engagement à court, moyen terme, ben, tu te mets en échec automatiquement. Puis de demander à des jeunes de 17 ans qui ont été comme dans un cadre vraiment... avec des intervenants, avec un horaire très clair, que tout était comme pris en charge, puis d'arriver à leurs 18 ans, puis que là, il n'y a plus aucune prise en charge, ou presque, ben c'est super déstabilisant, puis on leur demande d'être en appartement, on leur demande d'être autonome, puis c'est pas réaliste selon leurs horaires, donc ils se mettent en échec constamment. Donc, il a fallu que je me retourne un peu dans mon projet pour pouvoir emmener les jeunes vers des éléments plus réalistes. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent dans mon bureau puis sont comme, je veux faire un travail 35 heures semaine, payé en haut du salaire minimum, c'est tous les jours. Après, de ramener un peu à qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aiment, comme qu'est-ce qu'ils souhaitent un peu pour les prochains mois, ben ça demande une réflexion qu'ils n'ont pas nécessairement faite. Puis quand on leur demande la question, qu'est-ce que t'aimes toi dans la vie, c'est super déstabilisant. Donc, d'arriver à faire des activités ludiques du quotidien comme du jardinage, de la cuisine. Je sais pas, j'ai comme un blanc sur mes activités. Cirque-orpiste, des accompagnements justement dans ces événements-là, ben ça fait qu'ils sont comme « Ah, non, j'ai pas aimé ça » ou « Ah oui, j'ai vraiment aimé ça », puis on peut pousser ailleurs, puis creuser davantage sur ces éléments-là, puis ce qui peut mener éventuellement à des stages dans des milieux qui souhaitent... aller dans leur carrière. Donc, d'accompagner des jeunes qui veulent devenir des coiffeurs dans un barbershop à Montréal, ben ça devient beaucoup plus réaliste à ce moment-là parce que on regarde si c'est vraiment ça qu'ils aiment. Parce que les jeunes sont motivés. Oui, ils sont motivés, c'est concret, c'est pas non plus la théorie et tout. Ils comprennent qu'ils vont devoir éventuellement peut-être suivre une formation, mais d'avoir comme vécu un peu le concret dans leur corps, ça fait que comme par la suite, c'est plus réaliste, puis ils vont moins se sentir submergés par toutes les étapes que ça demande d'arriver à l'emploi qu'ils souhaitent. Si je peux dire. Mais tu permets? Ben, bien sûr, je te permets. Je trouve ça intéressant parce que il n'y a pas énormément de projets, ou peut-être qu'il n'y en a juste pas assez là, qui vraiment permettent de mettre les personnes qu'on accompagne, qui sont en situation d'itinérance, qui sont en situation de marginalisation, dans l'action, tu sais, mais puis dans une action qui n'est pas comme faire des démarches, mais qui est prendre le temps de découvrir c'est quoi tes intérêts, c'est quoi tes forces. Se découvrir sur le monde. Hein? Puis, tu sais, moi, c'est une de mes grandes critiques de notre système de santé, de services sociaux, puis de soins, toujours. Mais de logement aussi, si je peux juste... Le nombre de jeunes qui souhaitent aller en logement, puis il va y avoir des logements subventionnés ou des organismes, mais qui demandent comme une implication de 30 heures semaine. C'est difficile pour des jeunes de s'embarquer dans ces processus-là parce que ils vont aller dans la première chose qui va leur être offerte ou qui a de la place, mais c'est pas quelque chose qu'ils veulent faire. Donc là, ils deviennent démotivés, mais s'ils font pas ça, ben ils ont pas accès au logement. Donc c'est comme ça aussi qui est comme difficile de justifier l'exploration de soi comme étant un projet d'engagement de vie. C'est un peu ça les gens que vous voyez, Marie-Lou, aussi? Ben, tu sais, nous, plus vieux un peu, mais... sont un peu plus vieux, plus vieilles, mais ce qu'on remarque beaucoup, puis ce qui, moi, me touche à chaque fois encore, c'est que le cirque permet de vivre des réussites, permet de se découvrir des talents, du potentiel. Puis, tu sais, moi, les assiettes chinoises, c'est mon pire cauchemar, mais il y a beaucoup de participantes qui l'ont du premier coup, puis ça me fascine à chaque fois. Puis je suis comme, comment c'est possible? Mais ça, c'est un exemple, mais il y a plein de personnes qui ont qui se découvrent elles-mêmes des forces, des talents cachés, qui reconnectent avec juste la motricité de leur corps, l'expression de soi, la créativité, puis c'est un espace pour vivre ça, puis notre job d'intervention après, nous, c'est de nourrir ça, puis de les pointer du doigt, de les célébrer, de les faire remarquer au personnel même, au groupe. Fait qu'il y a toute comme une prise de conscience de ce que les jeunes sont capables de faire. Puis pour moi, tu sais, ce que je vois aussi, c'est OK, à partir du moment que je commence à croire en moi, là, j'ai peut-être plus envie de me projeter dans ma société, ou j'ai peut-être plus envie de me projeter dans ma vie. Fait que
peut-être que si je sais que je suis capable, je vais peut-être plus avoir envie d'avoir mon logement puis de le tenir ou de me projeter dans une vie professionnelle quelconque ou pas, mais il y a comme un déclic qu'on sent, puis après ça, c'est OK, ben j'ai une valeur, mais je suis capable, je peux me projeter que j'ai ma place dans ma société, puis je peux y contribuer aussi. Puis j'ai l'impression que des fois, trop rapidement, ben, les personnes sont mises en échec parce qu'il y a toute une construction de soi qui est pas encore là, qui n'a pas été accompagnée, qui est fragile. Puis on est beaucoup axé sur les soins de nécessité, ce qui est essentiel aussi, mais la construction de soi, en plus, on est avec des jeunes qui sont en transition à la vie adulte, même, c'est juste début de l'âge adulte aussi, ben, il y a un travail qui doit se faire aussi. Puis ça peut se faire de plein de façons, mais d'être en action, d'être dans des projets alternatifs, d'être dans des projets d'art, c'est des choses qui permettent de vraiment de potentialiser tout ça, là. Oui, puis tu parles de talent qui se découvre, des forces et tout ça, mais il y a beaucoup d'efforts aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui y vont, qui trouvent un intérêt. Puis là, OK, ben pour ça, enfin, là, je trouve que j'ai du fun, j'ai du plaisir. L'ambiance est agréable aussi. L'environnement me fait du bien, me permet aussi de continuer. Puis il n'y a pas d'objectif. Il y a un objectif, mais il n'y a pas d'objectif qui est déstabilisant pour eux autres, avec des attentes qui sont peut-être pas nécessairement élevées, mais qui sont différentes ou mésadaptées, je sais pas trop comment dire. Ou alors que là, ben, c'est comme soit comme tu veux être, puis prends le temps qu'il faut, puis on va être là, puis même tes échecs sont des réussites parce que tu continues à aller vers ce que tu seras, bref. C'est pas de jugement, c'est un espace qui n'a pas de jugement. Tu parles avec ton sac d'ouverture-fermeture, notamment, tu sais. Fait que d'avoir cet espace-là fait qu'il y a des jeunes qui reviennent, puis je pense qu'il y en a qui reviennent pendant des mois et des années. Puis après, ils sont bons avec les assiettes. Pas juste avec les assiettes. C'est pas juste des talents. Il y a beaucoup d'efforts, puis je le vois aussi dans les activités de transition. Il y en a qui devaient être moyens à faire de la cuisine au début, puis que là, ils sont développés des passions. Puis Définitivement. Là, l'année passée, je parle en termes d'année scolaire, mais l'année passée, on avait justement un partenariat avec la table des chefs, puis c'était 20 séances de cuisine à chaque semaine. Et c'était la première fois que j'avais un groupe d'une dizaine de jeunes qui venaient à chaque semaine. Et quand je devais sauter une semaine pour la remettre la semaine suivante, je recevais plein de textos de jeunes qui étaient comme « Mais là, elle va être vraiment là la semaine prochaine, OK? Parce que est-ce que tu peux faire une activité alternative pour cette journée-là? » Puis c'est pas nécessairement pour la rémunération, c'était vraiment pour le groupe, la socialisation, l'ambiance qu'il y avait de se retrouver comme tout au même niveau dans cette activité-là. C'était vraiment prisé chez les jeunes. Puis ce que je remarque aussi, c'est que ma préparation est pas la même si je veux rencontrer un jeune dans mon bureau pour parler de démarche ou quoi que ce soit, versus me préparer pour une activité que je vais faire avec des jeunes. Dans ma préparation, souvent, je vais avoir un objectif de comme là, on va se rencontrer dans mon bureau pour chercher des emplois, pour faire un CV, tout ça. Puis c'est comme un objectif qu'on a prédéfini puis qui est un peu rigide. C'est sûr qu'on est flexible puis on va changer selon les besoins du jeune, mais il y a quand même une préparation un peu plus rigide versus quand je me prépare pour une activité. Puis ma préparation, c'est, on a tout le matériel pour faire l'activité et là, il arrivera ce qui arrivera. S'il y a des sujets qui sont abordés, s'il y a des démarches qui doivent être accomplies, on le fera après l'activité, mais il y a comme pas d'agenda derrière l'activité. C'est vraiment, il y a des choses qui vont survenir durant l'activité, puis je serai là pour comme y répondre quand ça sera le temps. Donc, c'est vraiment une préparation différente aussi dans l'approche, le mindset dans lequel tu arrives à l'activité. C'est pas la même chose que quand tu fais une intervention dans ton bureau. Clairement, puis moi, je vois qu'il y a deux nuances là. La première, c'est que c'est du groupe, beaucoup, dont vous parlez, les deux. C'est une intervention différente, il faut être prête à réagir à ce qui va sortir aussi. Fait que ça, j'imagine qu'il faut le réfléchir. On pourra aborder, mais je voulais d'abord aller sur le fait que c'est plusieurs fois que vous parlez de l'approche formelle, traditionnelle un peu, on peut dire. Vous êtes plus crémeuse, on dirait, puis vous allez dans l'autre sens. Est-ce que c'est une question de jeunes? On dit qu'il faut personnaliser l'intervention, évidemment, toujours. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des jeunes pour qui ça va mieux, l'intervention qui est plus formelle? Ou par exemple, Cirque Corpus, est-ce que Cirque Corpus, il y a des jeunes, là, ça fonctionne vraiment pas, qui vous l'ont dit, moi j'ai vraiment besoin d'autre chose? Ou c'est juste un continuum où ils reviendront éventuellement? Oui, c'est sûr que je pense que... Si t'aimes pas le cirque, est-ce que tu peux aimer être à circorpiste? Oui.
Puis ça, il y en a beaucoup qui viennent à Circorpiste, surtout dans notre formule un de nos ateliers qui ressemble un peu à un genre de centre de soir, milieu de vie, maison des jeunes, mais avec du cirque. Fait que le cirque, on essaie toujours de le mettre de l'avant, de proposer vraiment aux jeunes de l'essayer, de sortir de leur zone de confort. Mais il y a aussi des jeux de société, des espaces de discussion, tout ça pour des gens qui se sentent bien dans cet espace qui est informel, dans cet espace qui est franchement vraiment beau et le fun aussi. Là, juste à être là, c'est agréable. Puis c'est correct aussi. T'es pas obligé de faire du cirque pendant les 3 heures d'atelier pour être à Circorpiste. Mais il y en a, tu sais, à partir du moment que les personnes sont ouvertes à vivre une expérience, d'être ensemble, d'être en groupe, ben nous ça nous convient. Puis c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont vraiment être là aussi pour avoir un break d'intervention, tu sais, qui viennent parce que les instructeurs, instructrices de cirque, on travaille en tandem, là, c'est toujours instructeur, instructrice, intervenante. Il y a des personnes pour qui l'espèce d'image d'instructeur, instructrice, c'est ça qui les attire, c'est le cirque, puis les inter, c'est comme, hey, moi j'en ai connu, là. Achète-moi pas avec ton intervention, je suis là pour le cirque. Puis il y a des personnes pour qui le côté intervention est plus sécurisant, puis le côté cirque est un petit peu plus instabilisant. Ouais. Fait qu'ils vont venir plus par lien de confiance avec l'intervention, puis ces deux-là naviguent, puis je pense que pour certaines personnes, peut-être que ça sera toujours l'intervention informelle qu'ils auront besoin dans ce cadre-là, puis qu'ils vont aller chercher un cadre plus formel ailleurs. Nous, on offre les deux. T'sais, une fois que les personnes viennent en Circorpiste puis qu'il y a des besoins qui émergent, ben on leur offre quand même un soutien global puis un accompagnement, puis on vient les accompagner dans leurs besoins. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait avec toutes les participantes, c'est pas leur demande ou leurs besoins qu'on vient l'adresser. Fait que je pense que juste d'avoir qu'un espace informel permette ça, comme Ophélie dit, mais qu'en échange, tu as aussi la possibilité d'accompagner plus formellement, mais ça vient se nourrir mutuellement. Puis après ça, encore là, on revient à la création de liens là, qui devient vraiment précieuse. Là. Ouais. Il y en a qui doivent se faire charmer aussi, puis même s'ils arrivaient sans trop aimer le cirque, se mettent à découvrir une facette. Dans notre plus grand plaisir, là, on fait des débriefs régulièrement après les ateliers, puis quand c'est « Avez-vous vu? Cette personne-là a touché au Diabolo aujourd'hui. Ça fait 1 mois qu'elle vient, qu'elle ne fait pas de cirque, 2 fois par semaine. » Puis là, c'est comme « Yay! » Là, c'est une réussite en équipe. On est contente, mais c'est pas notre objectif. Mais quand ça arrive, on est content parce que justement, on sent que « OK, peut-être que la personne elle se sent suffisamment en sécurité pour oser, là, pour aller là. Ou qu'elle sent qu'elle a un espace qu'elle peut rentrer dans son corps, qu'elle peut essayer ça. » Parce que c'est du groupe, là, t'es regardé, là. C'est ça, c'est pas juste en individuel. C'est pas qu'on change seulement la manière informelle, c'est vraiment qu'il y a plein de monde, puis c'est un contexte complètement différent. Dans un contexte où les personnes qu'on rejoint ont souvent vécu des expériences d'exclusion en groupe et dans la société. Fait que d'être en groupe, ça peut être super stressant, puis avec raison, là, tu sais. Ouais. Puis l'espèce de petit sentiment d'euphorie, de Diabolo, Ophélie, est-ce que tu as vécu ça aussi à ta manière dans la transition? Oui, définitivement. Je ramène encore une fois à la cuisine, mais moi, j'ai aussi... Il a pris une fourchette. Peut-être pas à ce point-là, mais moi aussi, à chaque fois qu'un jeune vient à l'activité, il y a tout le temps comme une rencontre qu'on fait les deux ensemble pour qu'on se partage mutuellement nos attentes par rapport à l'activité. Parce que c'est des activités rémunérées, ça reste des jeunes qui ont besoin d'argent. Oui, puis c'est important, tu sais, tu dis c'est pas important, puis en effet, c'est pas nécessairement l'élément toujours, ou des fois ça va l'être au début, puis ça va modifier, mais c'est quand même important de reconnaître ça reste un travail qui facteur. est fait, puis un apprentissage, puis tous les stages devraient être rémunérés. Mais tu sais, j'ai beaucoup de jeunes, je dirais, qui viennent parce qu'ils me connaissent, puis on a écrit ensemble, on a fait des activités. Parfois, c'est des jeunes qui recommandent à d'autres jeunes de venir, mais il y a aussi un bon pourcentage qu'ils ont besoin d'argent, ils apprennent que je fais des activités rémunérées, puis ils vont se présenter à l'activité. Donc, c'est sûr, un petit moment pour avoir comme une entente mutuelle sur nos attentes, c'est vraiment important parce que après, quand on fait l'activité, ben si le jeune, j'ai des jeunes qui ont des enjeux avec des couteaux, puis ils veulent pas couper avec des couteaux tranchants ou veulent pas être proches des couteaux tranchants, ben on va trouver une alternative ensemble pour que sa participation puisse être quand même dans l'activité, mais sans que les enjeux autour des couteaux soient présents.
Puis le jour où la personne va couper avec un couteau tranchant une carotte parce que c'est ça que la recette a besoin, ben c'est ce genre de petite victoire aussi qui va arriver, mais ça arrive pas à tout le monde, puis c'est pas non plus tout le temps cette situation-là qui va arriver, mais un jeune qui va enlever ses écouteurs pour plus avoir de la musique dans ses oreilles pendant une activité parce qu'il se sent bien avec le groupe, ben ça aussi c'est une victoire parce que t'sais, moi, c'est correct. On est vraiment beaucoup parfois, là, surtout dans notre cuisine, une douzaine de jeunes, ça fait beaucoup. Donc, je comprends les jeunes qui veulent comme s'isoler un peu, mais le jour où ils arrêtent de s'isoler, ça, c'est le fun. Ça veut dire qu'il y a pas juste confiance en moi, mais confiance aussi dans le groupe. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'est créé dans ce groupe-là qui est confiance super intéressant. En lui ou elle dans ce groupe aussi. Exact, mais oui. Ben, j'ai le bonheur d'avoir un jeune qui enlève ses écouteurs, qui dépose son téléphone, qui s'en va rejoindre le groupe pour faire whatever, une activité. Là. Définitivement. Ou qui arrive pas en état de consommation. Ça aussi, puis je veux dire, moi, tant que les personnes avec qui je travaille peuvent faire la tâche demandée, ben j'ai pas d'enjeu avec la consommation. Après, c'est sûr que ça arrive parfois que ça nuit, mais le jour où la personne arrive pas en état de consommation et me dit « Ah, je voulais vraiment être toute présente pour comme, faire l'activité », ben il y a comme vraiment une grosse étape qui vient d'être faite. Puis ça, c'est un des éléments de flexibilité aussi que vous offrez quand même là, dans vos activités. Oui, parce que je pense que ça peut être très stressant pour certains jeunes d'être en groupe, d'être en intervention, de faire du jardinage. Peut-être pas pour du trapèze, là, mais... Non, peut-être. Je pense que ça peut être différent, mais dans nos activités, c'est quand même possible de le faire. Puis, on utilise toujours notre jugement, évidemment, pour... Peut-être que là, en ce moment, t'es trop en état de consommation pour couper des carottes, justement, mais il y a d'autres choses que tu peux faire. Donc, c'est ça aussi de aussi valoriser toutes les contributions différentes. Puis tu disais ça aussi tantôt avec les éléments qui peuvent marginaliser certains jeunes, de pas les voir à la négative, mais de les voir aussi comme ça peut être un apport aussi au groupe, cet élément-là plus marginal de j'aime pas le bruit, fait que je mets mes écouteurs. Ben, est-ce que le jour où tu es à l'aise d'enlever tes écouteurs, tu pourrais être la personne qui met la musique pour le groupe? Parce que c'est comme un élément de contrôle que ces jeunes-là peuvent avoir. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Oui, bien justement, est-ce que vous... C'est des habiletés que plusieurs de ces jeunes, je parle par exemple de En Marge, mais Circorpiste aussi, qui ont été beaucoup en centre de réadaptation. On a parlé avec Mme Hill il y a quelques semaines, justement, mais sans retaper toujours le même clou. Il y a des difficultés à se développer de manière organique. Mme Hill était très d'accord, cela dit. Mais dans les centres de réadaptation, c'est pas un milieu pour vivre, mais pourtant, il y en a qui sont pris là jusqu'à majorité, que le développement de certaines habiletés sociales, mais aussi d'habiletés de base, là, de comment faire sa nourriture, s'occuper d'un logement, ce genre de choses-là, faire la cuisine, qui nous semble peut-être de base à d'autres personnes, sont pas là, donc ils arrivent à 18 ans, puis ils n'ont pas ces habiletés-là. Fait que ça a l'air d'être quelque chose de très simple de couper des carottes peut-être, mais ce n'est pas nécessairement. Mais est-ce que ce genre d'habileté-là, ça peut être utile aussi dans d'autres contextes? Est-ce qu'ils viennent apprendre là, au-delà de couper des carottes, par exemple, ou au-delà de jouer du diabolo? Ben, c'est sûr que avec la cuisine, le lien est simple, mais il y a des éléments dans la cuisine qu'on peut quand même comme transférer dans la vie de ces jeunes-là. Par exemple, j'ai un jeune en ce moment qui a été placé à ses 2 ans, puis qui est sorti à sa majorité, puis qui a vécu plusieurs épisodes de judiciarisation. Et à travers tout ça, la consommation et tout, sa capacité de lecture est très, 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 très faible, je dirais niveau primaire. Donc moi, première activité, je donne la recette, je leur montre un peu comment couper en julienne et tous ces éléments-là qu'on sait pas nécessairement si on n'a pas cuisiné. Et de réaliser que certains jeunes, ben, ils sont pas en mesure de lire la recette. Et donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir aussi jumeler les jeunes ensemble pour qu'ils s'auto-apprennent ensemble ces éléments-là. Puis ça développe tellement d'éléments parce que le jeune qui, on va dire, a la difficulté avec la lecture, ben, apprend à mieux lire la recette, puis apprend que comme une tasse, ben, c'est pas... Tu prends une tasse dans l'armoire, puis que là, tu vas comme remplir ça à rapport, puis tu mets le riz. Ça va être comme tous ces éléments-là. Il y a plus de monde que tu penses qui pense ça, je pense. Ah, oui, je l'ai remarqué. Mais ça va être aussi de ce jeune-là, on va dire, peut-être qu'il apprendra pas non plus à lire d'ici la fin des ateliers, mais il a appris à être ponctuel à l'activité, il a appris à être présent à toutes les activités, donc de s'engager dans un processus de 20 semaines où il est présent à chaque semaine. Il apprend à travailler en équipe parce que
parfois, il y en a qui veulent mettre des épices jamaïcaines dans le petit la lasagne, mais c'est pas tout le monde qui veut ça. Donc, c'est aussi de voir comment on peut faire des compromis en groupe, de vivre ensemble. Puis, moi, ce que j'aime, c'est d'essayer le moins possible d'intervenir. Donc, quand il y a des conflits, tant que ça dégénère pas, d'être le moins dans l'intervention possible, parce que c'est aussi parfois des jeunes qui, dans les centres jeunesse, pas tous, mais dans quelques centres jeunesse, il y a tellement tout le temps des intervenants qui vont tout le temps briser les chicanes, qui vont tout le temps s'occuper de gérer les conflits, de gérer le « Ah, tu sais pas couper, ben je vais le faire pour toi », ben ça fait que ces jeunes-là savent pas comment coexister avec d'autres jeunes nécessairement dans un milieu de vie. Et la cuisine, pour moi, c'est vraiment un laboratoire incroyable pour apprendre la vie parce que tu dois collaborer, tu dois écouter, tu dois être attentif à ce qui se passe autour de toi. Donc, il y a comme plusieurs choses. Puis si tu fais pas bien l'étape que tu étais supposé faire, ben ça se peut que les prochaines étapes soient impactées par ça. Donc, il y a quand même une responsabilité qui est remise aux jeunes de bien faire les choses puis de demander de l'aide s'il n'est pas au courant. Fait que ça se transfère. Dernière chose que tu as dit, demander de l'aide, là, ça peut être quelque chose de très compliqué, même si c'est juste pour... Je suis pas certain que j'ai bien compris c'est quoi cette ligne-là de la recette. Là. Oui, puis je pense qu'on a aussi des jeunes... Se mettre vulnérable encore. Ben, se mettre vulnérable, mais aussi... On a compris, moi j'ai pas compris. C'est ça. Oui, mais c'est aussi qu'il y a des jeunes qui ont une hiérarchie dans la rue, puis ils vont venir en marge. Et là, terrain neutre. Oui, on leur dit que c'est un terrain neutre. On leur demande justement les activités de rue, les discours de rue, tout ça, de laisser ça à la porte quand ils rentrent. Mais là, c'est que la personne qui a une hiérarchie plus élevée dans la rue, qui sait pas couper ses carottes, mais là, on pourrait s'attendre à ce que le reste des jeunes vont comme rire de lui ou le niaiser par rapport à ça. Mais ce que moi, je remarque, c'est vraiment plus une solidarité, collaboration qu'on remarque pas nécessairement. Puis je pense que la solidarité... à travers de ces activités-là, justement, d'essayer des choses, de pas réussir, puis de s'entraider, c'est vraiment quelque chose qui se débloque, je trouve, uniquement dans ce genre d'activité-là, puis que j'arriverais pas à transmettre l'entraide et la solidarité à un jeune dans mon bureau tout seul, one-on-one. Faut que ça passe par le corps, faut que ça passe par l'expérience, puis c'est des choses qui vont débloquer des nœuds d'intervention de par le groupe, de par le ludique. Je pense que quelqu'un qui est d'accord avec toi. Oui, ben il y a plein de choses que tu nommes qu'on vit là. Aussi, c'est le fun de t'entendre parler qu'il y a plein de choses possibles aussi. C'est relativement simple. Là. Mais ce qui est intéressant aussi... ça développe dans le fond de faire du cirque. Ouais, c'est ça. Ben c'est ça, c'est que tu sais notre approche c'est pas juste faire du cirque, c'est une approche de cirque social. Yes. Fait que c'est une approche qui est documentée, c'est une approche pédagogique qui est dans l'expérientiel aussi, mais la force du tandem justement de travailler en intervention puis avec des coachs de cirque, c'est de réfléchir continuellement au transfert cirque vie quotidienne, puis à qu'est-ce que le cirque a nous amené qui peut permettre de faire des apprentissages dans les habiletés sociales, dans les habiletés de vie. Fait que oui, tu sais, être ponctuel, l'engagement, tout ça, tu sais, ça résonne beaucoup. Mais aussi, comment je communique par rapport à l'autre. Comment je prends conscience de mon état aujourd'hui. Comment j'apprends à faire confiance à l'autre personne qui doit me supporter en ce moment. Comment j'apprends à me faire confiance à moi. Comment j'apprends à dire non, à mettre mes limites, à dire, OK, là, je suis plus bien, c'est trop dans ma bulle. Comment j'apprends à travailler toute la question du consentement. On travaille avec le toucher, nécessairement, parce qu'il y a plein de disciplines de cirque qui se font à deux en groupe, puis c'est toujours quelque chose qu'on aborde tranquillement, de façon progressive, puis de façon libre aussi. Mais c'est plein d'habiletés de vie que les jeunes n'ont souvent pas appris à expérimenter non plus. On a fait souvent pour ou on n'a rien fait. Puis là, se ramasse dans des contextes où il y a plein de... C'est ça, juste de compétences de vie que le cirque permet de faire. Puis toute la question de la gestion des risques aussi, de la prise de risque. C'est un âge aussi où souvent qui est plus propice à la prise de risque. C'est normal, ça fait partie de l'expérimentation. Puis dans des contextes de survie ou de vie, ben il y a une prise de risque souvent qui est imposée. Puis dans le cirque, ben il y a plein de contextes de prise de risque, de peur, de est-ce que je saute maintenant, est-ce que je me laisse soulever, est-ce que je me suspends, est-ce que je lâche mes mains, puis ça, ben de vivre ces prises de risque là dans un contexte qui est sécuritaire, dans un contexte où on donne les informations, où on soutient, ça permet de repenser le rapport
à la vie aussi. Puis, tu parlais de consommation, de réduction des méfaits. Ben, on niaisait peut-être pas en trapèze, mais on accepte les personnes aussi en état de consommation tant que ça reste sécuritaire pour la personne, pour le groupe, puis que nos règles de respect de base sont respectées. Puis, à ce moment-là, on offre aussi des alternatives que, en effet, si tu es en état de consommation très avancé, ça sera peut-être pas le moment de tenir quelqu'un suspendu par tes pieds en trapèze, mais peut-être que tu peux quand même t'accrocher au trapèze puis expérimenter de soulever tes pieds, puis qu'on l'adresse. Hey, je sais pas si tu es vraiment en état en ce moment, je te sens plus ou moins en contact avec moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est sécuritaire? Puis on l'aborde de front. Puis après ça, ben c'est un levier incroyable aussi. Nous aussi, il y a des personnes qui se sont dit, moi, quand j'ai la circorpiste, c'est mon moment que je suis pas en consommation. Puis on n'a jamais imposé ça. On dit, tu sais que tu pourrais venir, même si t'es en conso. Non, mais c'est ma règle que je me suis donnée. Ah, OK, tiens donc, pourquoi? Ah, une intervention qui vient de potentiellement s'ouvrir. Fait que les transferts sont partout, sont tout le temps. Puis même chose, moi, le nombre de fois que je me dis, OK, ça vient de se passer, j'aurais jamais été capable de faire ça dans un bureau en individuel. Jamais. La force du groupe, l'expérimentation de le vivre, ça ouvre tellement de portes, puis on vient développer vraiment des habiletés concrètement là, qui sont multiples. Ouais. Puis je dirais... je t'en envoyé, mais l'individuel, justement, vous parlez beaucoup de ça. Est-ce que ça vous arrive quand même de faire l'intervention individuelle tout de même? Mettons qu'on oublie le bureau. Comment ça se retrouve après quand vous faites l'intervention de groupe? Beaucoup. De revenir en individuel, que ce soit pour faire un suivi pour un stage ou pour développer certaines habiletés ou un suivi plus psychosocial. Comment ça se... Mais j'allais justement là. Ben, moi, ce que j'aime bien, ce que pour moi qui est une mine d'or d'intervention informelle, c'est lorsque je fais des accompagnements pour faire des démarches. Fait que, par exemple, aller remplir des demandes d'aide sociale au bureau Service Québec. Ben, toute la marche vers le bureau, l'autobus qu'on va prendre, tout ça, c'est vraiment un endroit propice à l'intervention, mais de façon tellement informelle parce que c'est vraiment plus le jeune qui va comme nous emmener dans la discussion, on va l'accompagner individuellement. Puis là, tout d'un coup, le jeune va être comme « Hey, ça me stresse de remplir la demande d'aide sociale, ils vont me poser telle question. » Puis j'ai comme pas envie d'y répondre. Puis là, d'être comme « Ben, comment est-ce que tu veux qu'on l'aborde? Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le stress? » Puis ça va vraiment développer des éléments que quand tu vas faire le prochain accompagnement ou quand tu vas faire même l'activité de cuisine, ben, hey, tu te rappelles quand tu étais stressé pour ça? C'était quoi les moyens qu'on s'était mis en place pour diminuer le stress? Donc, c'est vraiment... Tout est comme, je trouve, un laboratoire de préparation à la vie parce que ce soit dans l'activité, dans l'accompagnement ou même dans le bureau, ben il y a des choses que tu vas mettre en place qui s'appliquent à tous ces éléments-là. Et après, tu peux le ramener dans d'autres contextes. Puis de l'avoir vécu dans le ludique, le jeu, le plaisir, ben quand c'est plus difficile, c'est facile aussi de faire un lien parce que tu l'as vécu dans ton corps. Fait que moi, il y a cet aspect-là que j'aime beaucoup, de ramener beaucoup au corps, parce que je pense que dans l'intervention, on peut être emmené à beaucoup intellectualiser tout ce qui se passe. Tu penses? Je trouve. Et je veux dire, moi, la première, de me faire demander comment je me sens aujourd'hui, puis de pas savoir quoi répondre, de c'est quoi l'émotion que j'ai en ce moment, puis là, de demander ça aux jeunes quand ils arrivent à la rencontre, puis qu'ils me disent une réponse, ben en effet, je le sais pas moi non plus comment je me sens, puis de pouvoir le vivre dans le corps, puis d'être dans l'activité ou dans l'accompagnement, puis d'être comme, OK, là, je te vois réagir, qu'est-ce qui se passe? Comme, nomme-moi ce que tu ressens physiquement. Ben ça fait que après, c'est plus facile, on va dire, de débloquer un peu cet élément de régulation d'émotions qu'on peut vivre dans la cuisine en permanence, parce que quand t'arrives pas à couper tes carottes comme t'aimerais, ou quand t'arrives pas, l'eau va être trop lente à bouillir, ou même dans les activités de jardin, de comme, la plante que j'ai plantée est morte. Ben, on vit plein d'émotions, mais c'est de pouvoir mettre le mot là-dessus au moment où tu le vis, ça permet de le transposer dans d'autres situations quand le bureau d'aide sociale est fermé, puis là, t'es bien frustré parce que t'as fait la marche pour y aller. Fait qu'il y a comme ces éléments-là de... Oui, mais rendu là, tu peux sortir ton nez de clown, pas nécessairement littéralement, mais tu sais, d'avoir eu un lien développé par le ludique, justement, par l'informel, ça vous permet d'être un peu plus naturel dans ces situations-là, dédramatisé, comme vous parliez tantôt aussi. Ça vous rend proche aussi des jeunes?
Ouais, ben, je pense qu'il y avait un atelier, me semble, sur le savoir. Un podcast sur le savoir expérientiel. Puis, je pense. Saison 1, épisode 7. C'est ça. Justement, Nate qui nous parlait de se voir en tant que travailleur de rue comme un ami professionnel, un peu. Ben, c'est ça. Je pense que moi, c'est pas vraiment ma posture d'ami professionnel parce qu'il y a vraiment une distance quand même avec les jeunes avec qui je travaille. Mais il y a quand même cet élément-là de on a vécu cette activité-là amusante ensemble, on a eu les mêmes émotions, puis on peut connecter là-dessus pour ensuite, je comprends genre ta frustration, moi aussi ça me frustrait cet élément-là. Donc on peut rentrer dans ce qu'on appelle comme le dévoilement de soi, mais ça n'a pas besoin d'être comme ah oui, moi la dernière fois que j'ai fait une demande d'aide sociale, ça peut passer par on vit la même émotion parce qu'on a réussi à mettre le mot là-dessus, puis on sait qu'on se comprend parce qu'on a déjà vécu des émotions similaires ensemble. Puis dans les cuisines, ça arrive parfois que la recette, elle goûte pas bon. La déception. Oui, la peur. c'est ça. Puis c'est important pour moi, dans cette approche-là, de nommer aussi comment je me sens, puis de pas faire semblant. Un, ça se sent, puis deux, je trouve que ça m'emmène plus... Ça me permet d'aller plus loin avec mon lien avec les jeunes, de dire, en effet, on a foiré. Comme, je suis déçue moi aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois pour peut-être que ça se passe différemment. Puis de le nommer aussi si ça s'est pas bien passé l'atelier, puis que là, le jeune était trop en état de consommation ou ça a été trop cacophonique et tout. Mais de le nommer aussi qui est comme, ah, tu sais, moi, j'ai pas... comme, c'est pas l'idéal pour moi, cette activité-là, comment ça s'est déroulé. Est-ce qu'on peut comme s'en reparler, tu sais, à l'activité prochaine pour voir est-ce que tout le monde se sentait bien, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le monde se sente bien et tout. Donc, c'est comme plein d'éléments que comme de vivre ensemble ces émotions-là permet après de mettre en place des choses qui sont vraiment concrètes puis que tout le monde se rattache à cette émotion-là parce qu'on l'a tous vécu au même moment. Ça leur permet aussi de vous voir comme des personnes à part entière aussi. Des humains. Des humains, pas juste des personnages qui sont autour de là dans leur vie, mais qui donc ils sont le personnage principal. Ça permet de développer l'empathie aussi, peut-être, à un certain niveau. Comment est-ce qu'on met la limite? Comment on détermine c'est quoi la limite? Tu disais que t'es pas un niveau professionnel, mais quand même, on est plus proche que de l'intervention plus formelle, traditionnelle. Marie-Lou, comment qu'on met la limite professionnelle avec les jeunes? C'est une grande question, là. Je pense que ça... Elle est où? Ça varie. Ouais, elle est où, mais aussi, comment est-ce qu'on là? détermine ça quand on a à se poser la question? Ben, je pense que c'est propre aussi à chaque personne, puis c'est propre des fois à chaque jeune, puis c'est propre des fois à chaque journée, là. En tout cas, je pense que nos limites peuvent fluctuer, puis après ça, il y a des choses qui passent moins, mais t'sais, pour moi, par exemple, puis peut-être que ça pourrait être une limite pour d'autres personnes, mais dans le contexte de cirque, c'est sûr que ça nous amène à dessiner d'autres limites. Mon meilleur exemple, puis c'est la réalité, là, tu littéralement, comme t'es intervenante, t'es à quatre pattes, puis t'as ton jeune de suivi par-dessus toi qui te fait mal au dos parce qu'il s'y est pas encore bien placé en pyramide puis qui est proche de ta fesse, mais c'est un contexte de cirque qui est cadré en mode cirque, fait que le rapport au corps il change aussi. Puis là, faut que tu te dises attends, tasse ton genou parce que là tu me fais mal au dos. C'est sûr que pour des personnes, c'est peut-être un cauchemar de vivre ça en intervention. C'est sûr que ça t'amène à repousser tes limites dans ton rôle. Tu sais, moi, j'aurais le goût de l'amener plus dans une question d'humilité. Tu sais, de j'ai pas toutes les connaissances, je suis pas experte de ton vécu, j'ai peut-être des outils qu'on peut réfléchir ensemble. Fait puis ça, j'ai quelque chose à t'emmener, puis t'as quelque chose à m'emmener aussi. Je pense que ça invite juste à changer son rapport à l'autre. Puis personnellement, moi, ma limite, puis ça, c'est moi, ça a été de dire, moi, je suis là pour le jeune en face de moi. Que j'ai pas envie que cette personne soit envieuse de certaines choses que j'ai fait, soit envieuse de que je travaille. Des fois, c'est arrivé, j'ai commencé intervenante quand même jeune. C'est arrivé que j'avais le même âge que les jeunes que je suivais. Ils ont-ils besoin de savoir mon âge pour se comparer? Est-ce que ça sert à quelque chose? Pour moi, ma limite, ça a été vraiment de me dire, mon focus, c'est vraiment d'être destiné à la personne qui est en face de moi, puis de la valoriser, puis de travailler avec elle, c'est moins de parler de moi. Ça a été une de mes limites que je me suis mise, puis je pense que nécessairement, ça
ça vient mettre une posture un peu professionnelle, mais ce rapport hiérarchique-là, il est renversé après dans le cirque quand je suis en action en train de faire du cirque avec des jeunes, tu sais. Fait que pour moi, ça vient contrebalancer des choses aussi. Oui, mais c'est ça. C'est-tu mélangeant des fois un peu pour les jeunes? On peut suer ensemble puis se transporter, mais après, il faut qu'on reste un peu plus... tu veux pas me parler de toi? Il doit y en avoir des fois qui doivent dire, mais là, ouais. jase. Ouais, mais je dis, ben oui, mais tu sais, moi, en même temps, je suis là pour toi. Tu sais, je travaille pour toi. Que pourquoi pas? Puis le monde, ouais. Puis il y a quand même une réflexion aussi dans un certain dévoilement de est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à la relation, à l'intervention, à la situation, parce que, je veux dire, moi, il y a des choses parfois que je vais dire, puis il y a des choses parfois que je vais pas le dire, parce que puis ça va être la même information, mais dans ce contexte-là, ça s'y prête pas du tout. C'est vraiment juste un élément qui est comme donné, mais est-ce que je le dis pour que le jeune m'aime ou est-ce que je le dis parce que ça va faire avancer l'intervention? Puis c'est ça qui est comme qu'il faut balancer souvent. Puis... Est-ce que c'est une curiosité ou est-ce que c'est pertinent? Oui, puis je veux dire, je pense que moi, ma meilleure réponse à chaque fois, c'est pourquoi tu veux savoir ça? Puis à partir de là, on peut déterminer ensemble, moi, OK, ça a du sens, je vais te donner l'information parce qu'on peut comme travailler. Puis moi, il y a aussi, puis j'essaie d'y travailler beaucoup, mais j'ai un énorme malaise, moi, dans mon intervention avec les jeunes, de leur demander tellement d'informations très, très, très intrusives de leur vie pour les aider, au final. Mais eux, ils savent rien de moi, puis je veux dire, je tiens pas à leur partager ces éléments-là, mais il y a vraiment un rapport d'autorité que moi, je trouve difficile à gérer, mais qui se retrouve pas en cuisine, qui se retrouve pas en jardinage, qui se retrouve pas dans les activités. Puis j'aime ça faire les activités dans lesquelles je me sens pas à l'aise. Comme ça, on est vraiment à un certain même niveau. Où c'est sûr que moi, je vais pouvoir mettre fin à l'activité, puis je vais pouvoir comme... J'ai un contrôle, puis j'ai quand même une autorité sur l'activité, mais nettoyer mon poulet, c'est pas moi qui va le faire. Là. Puis là, c'est ça, je reviens tout le temps à ces activités-là, mais j'aime vraiment ça, comme être dans une position où je sens que j'ai autant à gagner que eux. Puis que je vais pas juste creuser l'information pour les aider, mais qu'au final, c'est juste du dévoilement sur dévoilement sur dévoilement. C'est volontaire aussi là, dans vos deux situations, même en marge. Là, c'est des gens qui viennent de manière volontaire. C'est différent que d'autres contextes peut-être. Puis c'est des jeunes qui ont... Je pense qu'ils voient donc l'intérêt de revenir parce qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose à apporter aussi. Tu l'as un peu rapidement dit, là, Marie-Lou, que toi aussi tu apprends. Ben oui. De ces jeunes-là. Puis je pense que c'est quand ces jeunes-là le sentent de plus en plus qu'ils ont envie de revenir puis d'apprendre des choses aussi. Là. Tu l'as dit également en cuisine. Tu as appris beaucoup de choses en cuisine. Est-ce que tu es rendue bonne? Ça fait longtemps quand même. Là. Ben... C'est vraiment ma bête noire. C'est vraiment ma bête noire. Puis maintenant, le petit désavantage, c'est que les jeunes le savent. Fait que là, les jeunes arrivent puis se font dire par d'autres jeunes que je suis vraiment nulle en cuisine. Donc là, je pars déjà avec cette étiquette-là sur le dos, mais tu pars avec je l'assume déjà. Oui, c'est ça. Mais c'est le fun parce que après, j'ai des jeunes qui viennent me voir puis sont comme, hey, moi, je suis bon en cuisine. Comme on peut faire ça. Puis de valoriser ces éléments-là, c'est vraiment satisfaisant. Puis je veux dire, si ça fait en sorte que je cuisine moins, moi, vraiment, vraiment heureuse avec ça. C'est quoi ta recette préférée que tu as faite avec des jeunes? Ben, ça va être drôle, mais on a fait un macaroni au fromage, mais on a rajouté de la courge dans la sauce. Puis déjà là, c'était comme beaucoup demandé aux jeunes, parce que là, on met un légume qu'ils connaissent pas, qu'ils sont pas sûrs d'aimer. Là, on va chercher de la courge. Ils sont vraiment pas convaincus de cette courge-là. Mais quand ils ont goûté, on a trouvé ça tellement bon. Puis je pense que c'est la recette qui m'a pris le plus de temps à faire. Parce que tout le monde avait son élément qu'il voulait rajouter dans son mac and cheese. Parce que tout le monde, ou presque, sait faire un mac and cheese. On a fini par faire comme 4 versions de ce mac and cheese-là. Et après, de faire la dégustation avec les jeunes, d'être comme, ah, tu vois, les épices jamaïcaines, moins mon genre. Mais tout le monde a goûté à la courge. Puis c'est vraiment le fun de faire cette activité-là. Toi, Marie-Lou, cirque, qu'est-ce que tu aimes le plus faire en cirque? Oh, c'est tellement une grosse question. Il y a comme une dizaine de disciplines différentes, là. Ben, je vais dire 2 choses, là. Je pense, bon, au-delà de moi, d'être une des disciplines que j'aime voir et faire vivre et nourrir dans mon rôle à Cirque Hors Piste, là. Ben, plus en intervention, mais de voir
les jeunes faire du clown ou plus des trucs théâtrales, c'est vraiment des bijoux parce que tu découvres des choses, des gens là, qui te sortent des faces, des expressions, des mimiques, puis on rit tellement tout le monde ensemble, puis on rit sincèrement là. Puis ça, c'est à vivre en groupe, c'est toujours des bons moments, puis c'est là aussi il y a des personnes qui sont plutôt discrètes que finalement elles se révèlent, puis c'est comme wow, ok, il y a ça derrière cette personne là, que c'est des moments souvent qui sont très 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 forts, que je pense que ça c'est une des choses que j'aime vivre. Moi, de mon côté, dans ma vie personnelle, j'ai aimé toujours un peu l'aérien, puis souvent, ça pogne beaucoup aussi avec les jeunes. Puis, c'est des choses qui sont pas si compliquées à faire, mais vraiment impressionnantes. Puis, en même temps, pour d'autres personnes qui ont jamais fait ça, c'est comme super difficile. Puis, de les voir réussir rapidement, faire ça, vivre ça, puis de le faire comme avec eux, ça, c'est quelque chose de... L'aérien, il y a quelque chose qui frappe l'imaginaire, qui est comme, wow! Tu sais, c'est comme... tout est possible. Tu sais, comme tu réussis à faire ça, puis là, il y a un univers qui s'ouvre, qui est pas juste dans le cercle symboliquement, il y a comme des portes qui s'ouvrent. Fait que l'aérien a ce potentiel-là qui est vraiment beau aussi. Là. Ouais. Oui, je pense que la plupart des gens entendent cirque, ils pensent Cirque du Soleil, quelqu'un qui fait du trapèze, ils entendent Allegria. Puis, ouais, on est un petit peu tanné de l'entendre Allegria. C'est ça. Vous la mettez souvent dans vos répétitions? On la met pas le moins possible. Parfois, pour faire des blagues, on la met. Mais c'est un peu... ouais. Bon, c'est impressionnant le Cirque du Soleil, mais on se situe pas dans cette pratique circassienne. En effet, vous détachez. On se détache de l'image. Ouais. Mais on est content d'avoir des petits dons de costumes. Vous faites des spectacles quand même aussi. Puis tantôt, tu parlais, Ophélie, je clore avec ça, là, mais que vous aviez un objectif un peu aussi avec la label des chefs. D'habitude, c'est plus des petits drop-in, puis vous autres aussi, vous avez ça au cirque. Puis là, vous aviez comme un objectif de se rendre là, d'avoir leur certification, puis ils sont allés embarquer vraiment à 100% là-dedans. Puis, même chose vous autres aussi, vous avez des créations collectives, justement, qui vous permettent de faire un petit spectacle à la fin, puis de se mettre vulnérable devant tout le monde officiellement. Fait que ça leur donne aussi un objectif concret, réaliste, smart. Je me souviens plus de toutes les lettres. Mais aussi, dans, on va dire, la cuisine, c'était 20 séances. Puis une fois qu'il avait fait, je pense, une dizaine ou une douzaine de séances, il qualifiait pour le programme qui se donnait avec des vrais chefs cuisiniers dans une cuisine de chef de façon rémunérée, avec une formation qui leur donnait un certificat pour être cuisinier et tout. Donc, ça amène quand même, dans le ludique, le concret, le petit quotidien de la vie, ça amène quand même à quelque chose de très professionnalisant au final, donc de pré-employabilité au final. Mais on est vraiment passé par les premières étapes qui est, sais-tu comment tenir un couteau? Sais-tu venir à la bonne heure au rendez-vous? Et vas-tu être là chaque semaine? Puis après ces 20 séances-là, bien sûr que toutes ces compétences-là ont été acquises à un certain degré. Et donc, j'ai très confiance après de les envoyer en pré-employabilité. On a passé le pré-employabilité. Là. On l'est rendu. Là, on est rendu à la pré-employabilité. Exact. C'est le fun d'être rendu là. Oui, c'est le fun. Puis c'est le fun aussi de commencer au début. Mais c'est sûr que quand on les sent prêts, ils nomment être prêts pour les programmes de pré-employabilité, c'est là où on voit que justement, maintenant, ils peuvent te dire, moi j'aime la cuisine ou moi je déteste la cuisine puis je veux pas du tout faire ça. Mais au moins ils savent maintenant qu'ils aiment ça ou pas. C'est un merveilleux projet de transition qui me tient à cœur particulièrement aussi. Je suis vraiment content qu'il vole de ses propres ailes. Ça se passe très bien. Même chose pour Circorpiste aussi. Vraiment un bel organisme. En guise de clôture, événements à venir, quels sont vos hashtags, vos socials? Est-ce que vous êtes sur Twitter, sur True Social, YouTube, whatever? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient pour Transition? Qu'est-ce qui s'en vient pour Circorpiste? Est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez partager? Là, c'est sûr que j'ai beaucoup parlé de cuisine et de un peu de jardinage, mais on a un partenariat qui va bientôt se poursuivre, en fait, avec l'organisme Execo, donc d'art et de médiation culturelle. On avait commencé au début de l'été pour pratiquer un peu l'art de rue, donc le graffiti et tout, et on va continuer ça avec d'autres artistes et médiateurs culturels de Execo d'ici Noël. Et bien sûr, on peut suivre les créations et résultats des jeunes sur la page Instagram de Proxy en marge. Yeah. On peut voir tous leurs résultats, leur belle cuisine et tout.
Ah, wow. Super. Nous, il y a plein de choses qui s'en viennent, mais côté grand public, je dirais. On est encore sur Facebook, donc je pense que c'est MySpace aussi. non, pas MySpace. Facebook, Instagram, mais c'est des endroits pour suivre plus ce qui est grand public. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie de garder entre nous, là, j'ai envie de dire, dans le sens que c'est pas nécessairement ouvert à tout le monde, dans le sens qu'on se crée notre petit espace, mais ça arrive là, qu'on ait des choses qui soient plus ouvertes à la population, mais on a d'autres volets d'action aussi à Cirque Hors Piste, dont nos services créatifs qui font des spectacles là, souvent plus grand public. Puis il y a des choses vraiment cool qui s'annoncent au mois d'octobre, dont je n'ai pas les dates et les informations, mais vous pouvez suivre nos pages Facebook et Instagram. Puis sinon, annuellement, chaque été, dans le cadre de Montréal Complètement Cirque, on a notre carnaval de cirque social. Là, ça se diffuse en masse. C'est vraiment un bel événement pour venir vivre, regarder, ressentir le cirque social. C'est notre événement annuel. Ouais. Et on peut recevoir des nids de clown. En effet. Ben oui. Ouais. Venez chercher votre nid de clown. Puis on va vous inviter au podcast. Exactement. Et ensuite, vous allez pouvoir nous le donner. L'objectif, c'est d'avoir 100 nids de clown d'ici 2030. Bonne mission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci C'était de vraiment le fun de vous jaser. Et Maudite Marge demeure sur le réseau aussi. En Marge également demeure là. Mais vous pouvez continuer à nous suivre. On devrait avoir quelques autres épisodes pendant l'automne. On ne sait pas exactement où on s'en va, mais on se rend toujours. Donc, on vous dit à la prochaine fois. Bye bye.